Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'intervalles de fluctuation et plus particulièrement de comment exploiter ces intervalles de fluctuation pour prendre une décision. Voilà, c'est l'objet du dernier paragraphe de notre chapitre S1. Alors, je vous propose dans un premier temps de repartir de l'exemple de Buffon, Buffon qui fait lancer à un enfant 4040 fois une pièce, l'enfant obtient 2048 piles, et Buffon se demande si cette pièce est bien équilibrée. Alors, en fait, l'enfant observe une certaine fréquence de piles, une proportion de piles qui est de environ 50,7%. Alors, on a vu la fois précédente que si on lançait une pièce bien équilibrée, c'est-à-dire que c'est pas la pièce de Buffon, c'est une pièce dont je sais qu'elle est bien équilibrée. Alors, si je la lance 4040 fois, eh bien, en fait, il y a un théorème qui nous dit que la probabilité que la fréquence de pile soit dans cet intervalle, l'intervalle de fluctuation, eh bien, cette probabilité est supérieure à 95%. Je vous remontre par exemple ce que l'on avait fait avec sous Python. On avait simulé 100 échantillons de taille 4040, donc c'est une pièce bien équilibrée, et à chaque fois on regarde la fréquence de pile, et on s'aperçoit que donc l'intervalle de fluctuation est représenté par cette bande verte, 0,484, 0,516, et on s'aperçoit qu'un certain nombre d'échantillons ont une fréquence de pile à l'intérieur de cette bande. Certains échantillons ont une fréquence de pile en dehors. Mais la probabilité que la fréquence de pile soit dans cette bande, eh bien, elle est supérieure à 95%. Et donc, je peux en déduire que si la pièce est équilibrée, alors, au seuil de 95%, la fréquence observée est dans ma bande, et dans cet intervalle de fluctuation. Alors, qu'est-ce que fait Buffon? Buffon, il observe que la fréquence, c'est 50,69, 0,5069. Elle est dans l'intervalle de fluctuation. Qu'est-ce que je peux conclure? Eh bien, en fait, je ne peux rien conclure. Pourquoi je peux rien conclure? Parce qu'en fait, ici, on a une implication. Si c'est équilibré, alors, j'ai ce résultat. Mais si je sais que ce résultat est vérifié, eh bien en fait, je peux rien en conclure sur l'hypothèse de départ. Pour illustrer ceci, je vous propose de voir un exemple géométrique tout simple. Pareil, une application, si I est le milieu du segment AB, alors les longueurs IA et IB sont égales. Si vous savez que les longueurs IA et IB sont égales, est-ce que vous pouvez conclure que I est le milieu de AB? Bien sûr que non. En fait, on peut très bien avoir un triangle isocèle en I, et donc avoir les longueurs égales, et pourtant, I n'est pas le milieu. Voilà pourquoi, dans l'exemple de Buffon, on ne peut pas conclure. Alors, que faire? Eh bien, en fait, il y a un cas où on peut conclure quand même. C'est si la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation. Donc, si ça c'est faux, ça veut dire que l'hypothèse de départ est fausse. Donc, si la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, eh bien, on décide que la pièce n'est pas équilibrée au seuil des 95%. Et si la fréquence observée est dans l'intervalle de fluctuation, eh bien, on ne peut pas conclure, mais on décide de ne pas rejeter l'hypothèse que la pièce soit équilibrée au seuil des 95%. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à retenir au niveau de la prise de décision. Alors, 3 remarques par rapport à ça. En fait, l'intervalle de fluctuation donne une région d'acceptation de mon hypothèse. L'hypothèse, c'est la pièce est équilibrée. Cette hypothèse, on la note en mathématiques H0. Bon, c'est pas une notation exigible. Voilà, donc ça donne une région d'acceptation à un certain seuil. Ici, 95%. C'est la bande en question que je vous présentais tout à l'heure. Deuxième remarque, plus la taille de l'échantillon est importante, et plus l'intervalle de fluctuation a une amplitude faible. Si n augmente, la bande se rétrécit de plus en plus. Mais elle se rétrécit quand même difficilement. C'est-à-dire que si on veut diviser par 2 l'amplitude de la bande, il faudra multiplier par 4 la taille de l'échantillon. Si vous voulez la diviser par 3, il faudra multiplier par 9 la taille de l'échantillon. Voilà, je vous laisse vérifier ces calculs à titre d'exercice. Alors, dernière remarque, l'intervalle de fluctuation dépend de l'hypothèse que l'on formule. Buffon formule l'hypothèse « ma pièce est-elle équilibrée ?» On pourrait formuler une autre hypothèse. La pièce est-elle déséquilibrée au seuil, avec une préférence pour pile de 51%. Voilà. Donc, je vous renvoie à l'exercice 3 qui parle de ceci. Donc, c'est important de formuler l'hypothèse avant de calculer son intervalle de fluctuation. Alors,
Parlons maintenant de l'évaluation du risque lié à la prise de décision. Dans le cas où je rejette l'hypothèse formulée, eh bien en fait, je peux me tromper. Je peux même me tromper avec une probabilité d'environ 5%. On l'a vu avec le graphique que je vous remonte. Voilà, j'ai simulé ici des lancers de pièces que je sais équilibrer, hein, et j'observe que pour, par exemple, cet échantillon, la fréquence de pile est en dehors de la bande. Et donc, en fait, elle est en dehors de la bande, donc je rejette mon hypothèse, mais je la rejette à tort, parce qu'en fait, ici, dans cet échantillon, la pièce est bien équilibrée. Et donc, j'ai bien 5%, hein, le théorème me dit que j'ai moins de 5% de probabilité eh bien, que la fréquence de pile soit en dehors de cette bande. Et donc, je vais rejeter l'hypothèse à tort dans 5% des cas. C'est ce qu'on appelle le risque de première espèce. Si j'accepte l'hypothèse, eh bien, il y a aussi un risque. Le risque ici, si j'accepte l'hypothèse, eh bien, c'est d'accepter à tort cette hypothèse contre une autre hypothèse. Cette probabilité, c'est ce qu'on appelle le risque de seconde espèce. Alors, elle se calcule, c'est pas du tout au programme de seconde, mais il est important d'avoir à l'idée cette notion de risque liée à la prise de décision. Alors, si on fait le bilan de ceci, l'hypothèse que l'on formule, elle est soit vraie, soit fausse. On ne sait pas au départ si elle est vraie, on ne sait pas si elle est vraie ou elle est fausse. Si on accepte l'hypothèse, alors dans le cas où l'hypothèse formulée est vraie, si j'accepte, ben j'ai une bonne décision, c'est bon. Par contre, je peux rejeter l'hypothèse, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai une probabilité de 5% de rejeter l'hypothèse à tort, hein, c'est ce qu'on appelle l'erreur 1. Si j'accepte l'hypothèse et que l'hypothèse en vérité est fausse, eh bien je fais, on l'a vu, une erreur, c'est l'erreur qu'on appelle de type 2. Par contre, si je rejette l'hypothèse alors qu'elle est fausse, ben j'ai pris une bonne décision. Alors, en fait, ces deux erreurs sont liées, parce qu'on pourrait dire, ben voilà, on va faire en sorte de minimiser ces erreurs. On a vu que l'erreur 1, en fait, elle est liée à la notion de seuil. Là, ici, je suis à 5%, et donc si je baisse ce seuil de 5%, eh bien, je vais baisser cette erreur, hein. Donc, c'est ce que je vous mets ici. Mais si je baisse ce seuil, eh bien, en fait, cette erreur-là, elle va augmenter. En fait, je vais accepter davantage de situations à tort. Et donc, en fait, il faut trouver un bon équilibre entre ces deux erreurs. Et c'est pour ça qu'on fait souvent dans le choix d'avoir le seuil de 95% qui, dans un bon nombre de situations, fait un bon compromis entre ces deux erreurs. Alors, je vous propose pour finir 4 exercices qui illustrent ces notions qui sont quand même difficiles à comprendre. Alors, la première autour de la notion de seuil. Voilà, je vous laisse découvrir cet exercice et je vous laisse travailler au seuil de 95% d'une manière classique et je vous demande de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si je prends un seuil de 100% ou un seuil de 0%. Pour le deuxième exercice, je vous propose de travailler sur la notion de preuve statistique. Voilà une situation où on va pouvoir apporter une preuve et lancer une enquête. C'est ce qu'on appelle la notion de preuve statistique. Le troisième exercice que je vous propose, eh bien en fait, teste deux hypothèses sur une même situation. Je reprends la situation de Buffon. On va tester l'hypothèse, est-ce que la pièce est équilibrée? Ça a été traité dans le cours. Mais je vous demande aussi de tester l'hypothèse, la pièce est déséquilibrée avec une préférence pour pile de 51%. Et enfin, dernier exercice, c'est un exercice qui fait comprendre pourquoi bien parfois on a besoin d'un intervalle de fluctuation qui n'est pas bilatéral. Donc c'est un exercice tout à fait abordable en seconde. Je ne vais pas travailler sur l'intervalle de fluctuation unilatéral qui n'est pas au programme de seconde, mais il est important en seconde de comprendre quand est-ce que l'intervalle de fluctuation bilatéral que l'on a vu, quand est-ce qu'on peut l'utiliser et quand est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser. Et donc voilà un exercice, un exemple où on ne peut pas utiliser cet intervalle de fluctuation bilatéral. Voilà, je vous laisse avec ces exercices, on en reparle ensemble et je vous dis à bientôt.